Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu as passé un bon week-end? Ouais, un très bon week-end. J'ai suivi le dernier film de Idriss Elba, là où il reprend son personnage de John Luther, la série policière là, qui passait sur Canal. Bah, j'ai pas regardé. Voilà, le titre c'est Soleil déchu, c'est très intéressant. Enfin, il reprend son personnage de détective, mais cette fois-ci c'est plus une série, c'est un film. C'est quand même assez intéressant. C'est un peu la suite de la série en quelque sorte. Et puis aussi, j'avais découvert par hasard une autre série sur Netflix qui s'intitule Le jeu de la dame. Avec les échecs. Voilà, exactement. La reine des échecs. La reine des échecs, j'ai suivi ça aussi, quasiment d'une traite. C'est une très belle petite série. Ouais, j'ai vraiment adoré. Ouais. J'ai adoré. Alors, ce matin, l'actualité internationale nous emmène où? Eh bien, l'actualité nous amène aux États-Unis où on a connu, où évidemment les marchés financiers ont connu un week-end assez mouvementé. Pourquoi? Parce que vendredi, les autorités fédérales américaines ont annoncé la fermeture d'une banque qui s'appelle la Silicon Valley Bank, la SVB. Alors, c'est une banque qui était spécialisée dans le financement des startups et c'était également le partenaire financier donc de près de la moitié des entreprises qui travaillent dans le secteur de la technologie et dans les soins de santé, avec la particularité d'être financé par du capital risque et capital risque donc qui est coté en bourse. Il faut savoir que c'est la 16e banque américaine de par sa taille. En 2022, on estimait qu'elle comptait environ 209 milliards de dollars d'actifs, donc des placements, et environ 175,4 milliards de dollars en dépôt. Elle employait également 8500 personnes à travers le monde, même si ses activités étaient principalement sur le territoire américain. Alors, il faut savoir comment tout ça est, comment est-ce que les autorités ont dû se résoudre à fermer rapidement cette banque-là. Quand même, c'est une banque énorme. Si on fait 209 milliards de dollars de placement et les 175 milliards, on est aux alentours de 400 milliards de dollars en termes de ressources financières qui sont gérées par cette banque-là. Et donc, il faut savoir que depuis la reprise des activités après la pandémie de la Covid-19, il y a une espèce d'accélération au niveau des entreprises. Déjà, elles veulent reprendre leur niveau d'activité d'avant la période Covid. C'est exactement la même chose pour les petites et moyennes entreprises, surtout celles qui sont dans les nouvelles technologies. Elles avaient certainement des projets en cours, notamment en matière de recherche et d'innovation technologique. Et donc, ce sont des entreprises qui ont besoin énormément de financement pour pouvoir fonctionner. Et donc, elles se tournait principalement vers la SVB, qui était le numéro 1 sur le sol américain en matière de financement de ces startups-là. Et donc, après la reprise des activités post-Covid, il y a eu une espèce de ruée vers les banques. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un premier élément, c'est que la Chine qui confinait et donc qui représente quand même 30% du PIB mondial, a donc accepté, après les événements que l'on connaît, des espèces de manifestations pour demander la levée des restrictions sanitaires. Le gouvernement chinois a dû s'y résoudre pour éviter une espèce de contagion qui pouvait risquer de mettre à mal l'ordre dans le pays, l'ordre et la sécurité. Donc, la Chine a donc décidé de lever toutes les restrictions liées à la Covid-19 avec ce qui s'est passé par la suite, c'est-à-dire on a vu une montée quasiment exponentielle des contaminations et même du nombre de décès. Mais maintenant, les choses semblent être revenues un peu à la normale dans la mesure où la plupart des entreprises chinoises ont repris leur activité et ça, évidemment, c'est une bonne nouvelle certes pour l'économie mondiale, mais ça pousse aussi toutes les entreprises à vouloir retrouver leur niveau d'activité dans le temps. Et donc, ce qui fait que toutes ces entreprises-là, pour relancer leurs activités, elles ont besoin de quoi? Elles ont besoin de cash, y compris les entreprises qui sont dans les nouvelles technologies et donc les clientes de la SVB.
Et donc, depuis quelques semaines, en réalité depuis quelques jours, la SVB faisait face à une difficulté, c'était l'accès aux liquidités. Pourquoi ? Parce que non seulement il y a la volonté des entreprises de relancer leurs activités, donc elles ont besoin de cash, soit dans les comptes courants qu'elles avaient dans ces entreprises, soit sous forme de crédit. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est qu'on a aussi un effet boomerang lié aux sanctions économiques prises par les Occidentaux à la suite de l'agression de la Russie, l'agression russe sur l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que les Occidentaux, lorsqu'ils ont décidé de se passer des matières premières russes, donc le gaz, le pétrole et le charbon et tout un certain nombre de choses, qu'est-ce que ça a créé ? Ça a créé mécaniquement une flambée de ces cours-là. Et il ne faut pas oublier que l'année dernière, en janvier, Joe Biden avait fait le déplacement en Arabie Saoudite pour aller demander à son allié moyen-oriental et qui est le numéro 1 mondial de producteurs, le premier exportateur mondial d'hydrocarbures, de demander de relever ses quotas de production pour faire baisser les prix des hydrocarbures. Ils ont dit non. Ils sont en alliance avec la Russie dans le cadre de l'OPEP+, et donc ils avaient refusé. Et donc tout ça avait fait que mécaniquement, il y a eu l'augmentation des prix du pétrole, le brut, l'augmentation du prix du gaz, et malgré toutes les sanctions qui ont été ajoutées par la suite, on a certes assisté depuis 2 ou 3 mois à une baisse significative de ces cours-là, mais elle reste quand même assez élevée. Et donc la conséquence liée à cette flambée des cours des matières premières, c'était que ça a eu aussi un effet sur pas mal d'autres produits, et donc y compris les produits qui servent pour les entreprises, donc les intrants dont les entreprises ont besoin pour produire leurs biens. Et donc ça aussi, ça a un effet sur le chiffre d'affaires de ces entreprises-là. Et par conséquent, qu'est-ce qui s'est passé ? Les entreprises donc, qui ont besoin de liquidités donc, vont se ruer dans les banques parce que évidemment leurs marges, leurs charges ont augmenté. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour les banques parce que évidemment, lorsque vous avez comme ça une ruée de la part des clients qui viennent pour retirer les liquidités, ça met à mal, si tu veux, la sécurité même des banques. Et donc, c'est la raison pour laquelle le Trésor américain avait donc décidé de relever les taux d'intérêt. C'était en juillet dernier. Donc, en relevant les taux d'intérêt de 3/4 de point, qu'est-ce que ça a comme effet mécanique ? Ça fait que les taux d'intérêt, ça veut dire que le crédit devienne plus cher. Et puis, deuxièmement, c'est une manière aussi de dissuader les gens qui ont de l'épargne en leur disant ne venez pas chercher, vous retirez votre argent maintenant parce que vous allez gagner un peu plus. Et donc, de ce fait-là, et les banques, donc, en augmentant, lorsque la Banque centrale américaine a relevé les taux d'intérêt, ça fait que le crédit devient plus cher. Et donc, ça devient un moyen, ça a un impact sur les entreprises qui ont besoin de financement. Et justement, la SVB, cet relèvement de taux d'intérêt a été un mal pour elle. Pourquoi ? Parce que la plupart des entreprises qui sont clientes de SVB, ce sont des petites entreprises. Il faut savoir que la plupart des startups, ce sont de petites entreprises qui ont entre 10 et 100 salariés. Et ces entreprises-là, au moment où elles avaient besoin véritablement de changement, de financement pour relancer leur activité, bim, on a une augmentation des taux d'intérêt. Et donc, les entreprises qui font face à des charges et qui doivent être compétitives, elles n'ont d'autre choix. Soit elles s'endettent de manière à rembourser à payer plus cher le taux d'intérêt, donc à rembourser un peu plus, soit elles vont directement retirer les liquidités qu'elles ont dans cette banque-là. Et c'est un peu dans cette situation-là que la SVB s'est retrouvée la semaine dernière. Et donc, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres ? C'est lorsqu'elle a annoncé qu'elle avait besoin, qu'elle allait vendre une partie de ses obligations, c'est-à-dire les dettes d'État qu'elle tenait dans son portefeuille, notamment des obligations en termes de bons du Trésor américain. Elle a décidé de vendre une partie de ces bons du Trésor-là pour environ 1,8 milliard de dollars. Le problème, c'est que c'est ça qui a effrayé les marchés. Pourquoi ? Parce qu'elle avait acheté ces bons du Trésor-là il y a une dizaine d'années avec un rendement entre 6 et 7%. Et donc, il était dit qu'au terme de ces 10 années-là, elle devait avoir ce gain-là. Malheureusement, en décidant de vendre maintenant, elle vend avant terme. Et lorsque l'on augmente les taux d'intérêt, notamment comme l'a fait le Trésor américain, c'est un effet négatif sur ces valeurs du bon du Trésor parce que la valeur de ces bons du Trésor-là baisse. Donc, il aurait mieux fallu attendre pour les détenteurs de ces bons du Trésor, en l'occurrence la SVB, d'attendre qu'il y ait une meilleure embellie
sur les marchés financiers internationaux et que attendre éventuellement qu'une fois que l'embellie revienne, eh ben, que le Trésor américain décide de baisser ces taux d'intérêt-là qui mécaniquement devraient augmenter la valeur des bons du Trésor qu'il détenait. Et donc, malheureusement, comme elle avait besoin de liquidités, elle avait donc décidé de vendre à perte ces bons du Trésor-là pour 1,8 milliard de dollars pour essayer de renflouer ses caisses et répondre ainsi à la demande de ses clients qui avaient besoin de liquidités. Sauf que, ça a eu l'effet inverse, c'est que ça a plutôt inquiété les clients en se disant que si la SVB revend à perte ses bons du Trésor, ça veut donc dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Et donc, vous savez que dans les marchés financiers, on fonctionne à la confiance. Et dès lors qu'on se dit que le banquier fait comme un acte qui a l'air irrationnel, ça veut donc dire qu'il y a certainement anguille sous roche. Et donc, tous les clients se sont virés, ils ont fait des virements, ils ont essayé de retirer de l'argent, y compris même les investisseurs. Ça a créé ce phénomène qu'on appelle le bank run, c'est-à-dire que tout le monde au même moment veut retirer son argent. Et donc l'entreprise, la SVB, n'avait plus la capacité de faire face. Et c'est la raison pour laquelle, elle a décidé de fermer ses agences pour éviter donc pour mettre un frein, si tu veux, à cette ruée-là. Et donc, par la suite, les autorités fédérales ont pris le dessus en décidant tout simplement de prendre la banque et de la mettre sous administration fédérale. En fait, il faut aussi savoir que l'une des autres raisons qui explique le fait qu'il y avait eu aussi cette espèce de run bank, c'est que mardi ou mercredi, il y a une entreprise qui s'appelle Circle, qui est le fondateur de ce qu'on appelle des crypto-monnaies, l'USDC, c'est-à-dire cette crypto-monnaie-là qui est adossée au dollar. Et ben, celui-ci avait expliqué qu'au cours de l'année 2022, il avait perdu un peu plus de 33 milliards de dollars. Et donc, comme Circle avait une grande partie de ses liquidités qui étaient en dépôt dans la banque SVB, et ben donc, comme il a perdu, et ben ça veut donc dire que la banque aussi avait perdu énormément d'argent. Donc, c'est à partir de cet événement-là qu'il y a eu le faux pour. Donc, le fait que l'entreprise Circle explique qu'elle a perdu 33 milliards de dollars, puis que la SVB décide de vendre à perte pour 1,8 milliard de dollars d'obligations du Trésor américain, et ben tout ça fait que, évidemment, les banques les clients, entreprises et particuliers se sont rués vers les guichets des SVB pour retirer leur argent. Alors, il faut savoir que, évidemment, comment est-ce que les choses vont se passer par la suite. Pour le moment, il faut essayer de comprendre comment est-ce que le marché, dans un premier temps, a réagi ce week-end. Alors, pour le moment, on ne peut pas dire avec exactitude quelle est l'ampleur des dégâts, mais ce que l'on peut déjà voir, c'est qu'il s'agit ici, en l'occurrence, de la deuxième plus grosse défaillance de l'histoire des États-Unis de la part d'une banque, après celle de 2008. Il ne faut pas l'oublier, la banque Lehman Brothers, qui avait évidemment, à la suite de la crise des subprimes, déposé le bilan. Mais il faut quand même savoir que des banques américaines, et pas des moindres, les plus grosses, ont quand même perdu pas mal d'argent. Il faut savoir que rien que la journée de vendredi, sur les plus grosses banques américaines, ces 4 banques-là ont perdu en cumul 52 milliards de dollars, rien que la journée de vendredi. En Europe, les choses n'étaient pas très différentes, puisque en France, par exemple, la Société Générale, qui est la plus grosse banque bancaire, en termes d'actions, a perdu 4,49% dans la foulée. BNP Paribas, qui est la deuxième banque française, a perdu 3,82%. La première banque allemande, qui est la Deutsche Bank, a perdu 7,35%. Mais il faut savoir que depuis la reprise en main par les autorités fédérales américaines, aux États-Unis, les choses ont quand même commencé plus ou moins à se mettre en ordre, à l'instar de la banque JP Morgan, qui est une grande banque qui finance également la plupart des entreprises qui sont cotées en bourse, notamment à la bourse de New York. Elle a repris environ 2,54%. Alors la question que tout le monde se pose, c'est que est-ce qu'on va avoir un remake de l'été 2008 où, avec la crise de subprimes, on avait ces banques américaines-là
qui, ne pouvant solder parce qu'elles avaient pris ce qu'on appelle des produits toxiques, c'est-à-dire des crédits, elles avaient racheté de la dette en fait qui ne pouvait pas être financée, et donc par conséquent elles avaient perdu de l'argent, et donc pour pouvoir faire face à leurs besoins de liquidité, qu'est-ce qu'elles avaient fait? Comme elles avaient prêté, les banques américaines avaient énormément prêté à des banques européennes et des entreprises européennes, donc elles se sont retournées vers ces banques et entreprises européennes pour leur demander de rembourser ce qu'elles devaient, et les banques européennes, elles se sont retournées vers les entreprises et particuliers européens. Donc ça avait fait comme une espèce un effet boule de neige avec des conséquences qui avaient été tellement graves qu'il avait fallu l'intervention de la Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne pour essayer de limiter les pertes et essayer d'éviter surtout l'effondrement du système financier international. Et donc, il faut savoir qu'à partir de cette crise de subprimes là en 2008, eh ben, si tu veux, les règles ont un peu changé. En Europe, par exemple, les banques européennes doivent, depuis, donner des gages de solidité aux différents régulateurs nationaux et notamment, par exemple, en justifiant d'un minimal de capital plus important destiné justement à éponger les dettes. C'est-à-dire qu'à côté des avoirs liés qui correspondent à ceux au dépôt au dépôt des différents épargnants ou aux différents autres actifs des entreprises qui sont gérés par ces banques-là, elles ont le devoir d'avoir un autre fonds à côté qui aura pour rôle essentiellement de pouvoir renflouer les caisses de la banque en cas de survenance d'une telle crise. Il faut savoir que en France, par exemple, l'État même est rentré dans la danse, puisque l'État met en place un fonds qui a justement pour objectif d'éviter un effondrement de ce système-là, de ce système financier français. Et donc, ce qui est clair, c'est que, évidemment, il y a un risque de contagion en Europe, mais le risque de contagion, il est quand même moindre. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'il faut savoir que les activités de la SVB étaient principalement sur le sol américain. Deuxièmement, son activité, c'était financer les startups. Elle finançait aussi, grosso modo, des startups américaines. Donc, de ce point de vue-là, il y a moins de risques qu'il y ait une contagion en Europe. Et puis, la troisième, c'est que la plupart des banques européennes, aujourd'hui, à cause de la crise de 2008, elles ont décidé de mettre un système de protection. Elles ont donc des espèces on peut dire des matelas financiers qui leur permettent de faire face en cas de survenance de ce type de crise-là, avec aussi derrière cette capacité de pouvoir leur permettre de redémarrer rapidement leurs activités. C'est ce qu'on appelle la résilience, donc la capacité à pouvoir repartir rapidement lorsqu'une telle crise vient à subvenir. Alors donc, il faut savoir que, évidemment, tout ça, les autorités américaines regardent ça de très près. Elles regardent aussi de très près l'activité liée aux crypto-monnaies, parce qu'il faut savoir que les crypto-monnaies utilisent une technologie, la blockchain, et donc cette technologie-là, en général, elle est financée par certaines banques. Donc la mise en place des crypto-monnaies passe aussi par des banques dites traditionnelles, parce que toute la technologie qu'on met en place, toute la technologie qu'on utilise, y compris les startups qui réfléchissent sur comment améliorer ces technologies-là, vont chercher de l'argent auprès des banques. Donc les banques aussi, indirectement, sont liées au phénomène des crypto-monnaies. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le Circle avait annoncé cette perte sèche de 3,3 milliards de dollars la semaine dernière, automatiquement, ça a eu un impact sur la banque SVB et ça a eu un impact sur les autres banques qui aussi ont des intérêts, peut-être directs ou indirects, avec le monde de la technologie. Alors, donc, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que les clients de SVB sont pris en charge par un fonds fiduciaire américain qui a pour objectif de rembourser une partie de la dette, une partie seulement, à hauteur de 250 000 dollars par client et par entreprise. C'est très peu. Si vous aviez des centaines de millions de dollars, 250 000 dollars, ça ne représente quasiment rien, mais c'est pour permettre notamment aux petites entreprises, celles qui ont entre 10 et 100 salariés, de pouvoir faire face dans l'urgence à leurs besoins. Mais maintenant, derrière, on va voir par la suite comment est-ce que vont se comporter les marchés, et notamment les marchés financiers. Mais ce qui est clair, c'est que la faillite de la SVB est une très très mauvaise nouvelle pour la recherche américaine, parce que les startups, ce sont de petites entreprises qui ont besoin d'argent. Et étant donné aussi le capital risque qui est très élevé du fait des activités qu'elles mènent, il va leur être difficile de trouver un interlocuteur, d'abord qui soit un spécialiste de ces questions-là, et surtout qui soit un spécialiste du financement de ces activités-là extrêmement
extrêmement risqué. Donc, derrière, les chercheurs risquent de ne pas avoir accès à des financements et donc derrière, c'est la recherche qui risque d'être impactée. Donc, il faut que le gouvernement fédéral américain se saisisse de la question. S'il reste, s'il refuse de mettre les pieds dans le plat, comme il l'avait fait en 2008, notamment pour sauver à la fois les banques et l'industrie automobile, c'est près d'une génération de chercheurs américains qui risquent de disparaître. Disparaître pourquoi ? Parce qu'ils n'auront pas les financements sur le territoire américain et ils devront aller où ? En Europe ou bien en Inde ou voire même en Chine, ou pourquoi pas en Russie. Parce que si la Russie décide de financer des recherches, eh bien le chercheur, lui, il a besoin de travailler. Et donc, il y a ce risque-là de voir tout un pan de la recherche américaine disparaître du fait de la faillite de la SVB. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. On reste connecté, on se retrouve juste derrière. Humeur, tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.